Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Vestiaire, le média du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Antonin Duarte. Bonjour Antonin. Bonjour. Alors, tu es le fondateur d'une société qui s'appelle Agoram, spécialisée dans l'investissement immobilier. On va évoquer aussi, bien évidemment, l'aspect Club Deal. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de métiers dans l'immobilier. J'ai démarré comme architecte urbaniste. J'ai exercé ce métier pendant 10 ans. J'ai ensuite créé un multifamily office à Paris, donc qui conseille les chefs d'entreprise essentiellement, avec une vision un peu globale de leur patrimoine, à la fois stratégie financière, fiscale, patrimoine financier, mais aussi évidemment patrimoine immobilier, puisque la pierre, on aime bien ça en France, et c'était souvent d'ailleurs le point faible de mes confrères, banques privées, family office, qui effectivement considèrent la pierre comme un actif un peu illiquide et un petit peu à part. Tu sais bien que le monde de la finance et de l'immobilier se regarde parfois un peu en chien de faïence, et on essaie de réconcilier ça. Et puis, depuis quelques années, effectivement, je suis revenu à mes premiers amours. Effectivement, je construis, j'investis et j'aide d'autres personnes aussi à investir dans la pierre. Voilà un peu mes 3 phases de carrière, si je puis dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'immobilier, Antonin ? Moi, je suis tombé dedans tout petit. Mes parents me disent, dès l'âge de 10 ans, je voulais être architecte. C'était mon premier rêve. J'ai mon père qui travaillait déjà dans le bâtiment, donc qui m'a un peu donné ce virus d'une manière générale. Je suis né à Versailles, dans une très belle ville, dessinée par Mansart. Il y a pire. Voilà, exactement. Donc, la sensibilité à l'esthétique architecturale, urbaine, paysagère aussi, parce qu'il y a tout le parc de Versailles que tout le monde connaît maintenant, qui est aussi magnifique. Forcément, ça donne envie de reproduire ça. Et moi, pendant longtemps, je pensais que tout le monde vivait dans des belles villes comme Versailles. C'est quand j'ai grandi, oui. Et notamment quand je suis monté à Paris et en banlieue parisienne. J'avais un copain qui m'avait emmené au Puce de Saint-Ouen, par exemple. Oui. Qui n'était pas encore aussi bobo qu'aujourd'hui à l'époque. Donc, je me suis dit, mais c'est terrible. En fait, c'est vraiment... Il y a des banlieues qui, franchement, pas forcément aussi agréables à vivre. Et tout le monde devrait vivre dans des belles villes comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai découvert un deuxième métier qui est devenu ma deuxième passion, qui est l'urbanisme, que j'ai découvert vers 16 ans, que c'était un métier de concevoir et d'imaginer des villes, et que architecte, on conçoit des objets architecturaux dans la ville, qui s'insèrent si possible dans la ville, mais imaginer ce vivre ensemble, cette urbanité, cette centralité, ce qui fait qu'on est citoyen du monde aujourd'hui, comme on dit, mais la ville nous produit d'une certaine manière. Il y a une sociabilité, une centralité, il y a quelque chose qui est assez unique, qui depuis l'Antiquité, on a beau inventer Internet, le fax, etc., le téléphone, et tous les 10 ans on nous dit voilà, on va pouvoir travailler à la campagne, mais on revient toujours à la ville. Parce qu'il y a cette magie de la rencontre, de l'imprévu, du fait qu'aujourd'hui on se rencontre en face à face et pas en visio comme pendant le Covid. Il n'y a pas forcément les mêmes échanges, il n'y a pas le même off the record un petit peu avant d'enregistrer le podcast ou après. Donc il y a cette magie-là qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à la remplacer. Qui est compliqué à reproduire, et d'autant que les villes aujourd'hui grandissent, ça devient des métropoles, voire des mégapoles, notamment dans les pays du Sud. Et ça, c'est ça, moi, qui m'a donné envie de faire des études, du coup. Mais à vrai dire, mon père, j'ai zappé un épisode, c'est que mon père ne voulait pas que je travaille dans l'immobilier. D'accord.
Parce que lui, il a fait toute sa carrière dans l'immobilier, il a connu des crises, des hauts et des bas, et il a vu beaucoup de patrons, comme ces dernières années, faire faillite, déposer le bilan, licencier, et il s'est dit, c'est pas l'avenir que je veux pour mon fils. Voilà. Donc, il m'a dissuadé de travailler dans l'immobilier. Et ce qu'il ne faut jamais faire, évidemment, parce que ça renforçait, évidemment. Ouais. Moi, je voulais être architecte depuis 10 ans, donc vous pouvez me dire à 16 ans, non, il ne faut pas travailler dans le secteur, donc il n'y a rien à faire. Moi, j'avais envie de travailler dans le secteur. J'avais fait un stage dans une agence immobilière au lycée, de quelques semaines, qui m'avait donné plutôt le goût de ce métier-là. J'ai dit à mes parents que je faisais des études de droit. Bon, en réalité, de droit immobilier, mais ça, ils ne le savaient pas. À l'ICH, en promotion immobilière. Et en réalité, en parallèle, je me suis inscrit dans d'autres cycles de formation en géographie urbaine à la Sorbonne, en urbanisme, à l'école des ponts et chaussées, notamment en magistère aménagement, puis en architecture, passé le concours de l'école de Belleville, comme c'était effectivement le métier que je voulais faire. Belleville avait la meilleure réputation dans les écoles d'architecture. Je me suis dit, je vais passer uniquement le concours de Paris-Belleville, ce qui était un peu la folie, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves. Bon, j'ai eu de la chance, je l'ai eu. Mais je me suis dit, si je n'ai pas le concours, c'est que je ne suis pas fait pour être architecte. Donc, mais avec le recul, je me dis, bon, quand même, j'aurais dû m'inscrire peut-être à Versailles dans d'autres écoles. Et puis, j'ai fait aussi, en parallèle, des études de philosophie à la Sorbonne, philosophie, esthétique de l'art aussi. Parce que j'aime bien cette culture pluridisciplinaire, qui est quelque chose qui manque, je crois, beaucoup en France, parce qu'on aime bien, on est payé des fromages et des étiquettes, comme on dit, et on aime bien avoir des gens hyper spécialisés, qui font une seule chose toute leur vie. Et moi, je suis plutôt curieux, je suis passionné, et la philosophie m'a appris de la méthode qui me sert dans d'autres domaines, et vice-versa. Et cette approche interdisciplinaire, cette réflexion beaucoup plus large, beaucoup plus macroéconomique, plus philosophique sur nos sociétés, sur nos vies, sur l'évolution du monde, nous nourrissent nos projets, notre analyse, notre prospective. C'est parfois ce qui manque dans nos milieux, où les gens parfois sont un peu cloisonnés, mais de plus en plus, il y a peu de personnes qui aujourd'hui font toute leur vie, leur carrière. Moi, j'ai croisé il y a quelques semaines un très jeune cadre que j'ai croisé au tout début de ma carrière, il y a près de 25 ans. C'était le responsable de programme d'un jeune promoteur qui s'appelait Jean-Claude Bertougeot, qui a créé Keops, qui est devenu Spirit, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle une petite major de la promotion immobilière, qui est une très belle success story. Ils étaient deux. Aujourd'hui, c'est le président de la société, parce que Jean-Claude a pris sa retraite il y a quelques années. Ses enfants ont pris le relais aussi, ont pris les rênes de plusieurs sociétés. Et lui, il a fait toute sa carrière, il a fait 25 ans dans la promotion immobilière. Il a traversé les crises, les cracks, etc. Et il me croisait, la première réflexion, c'est qu'il me dit, mais vous avez changé de métier. J'ai changé 2 fois de métier, en l'occurrence entre-temps. Et lui, ça le surprenait, parce que il imagine qu'effectivement, c'est bien d'être très, très spécialisé. Et ça fait des gens qui sont formatés, qui sont hyper techniques, qui sont très compétents, généralement. Mais on est dans une société qui évolue très, très vite. Les actifs immobiliers, on y reviendra, évoluent aussi. Ils ont plusieurs cycles de vie. Il faut parfois changer l'usage. Aujourd'hui, beaucoup de bureaux sont vides. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces bureaux désuets ? Il faut les rénover, ils sont parfois mal placés. Il y a le télétravail. Donc, je prends l'exemple des bureaux, mais c'est le cas aussi parfois de certains immeubles de logement, d'hôpitaux, d'EHPAD, de plein de types d'actifs qui sont soit inadaptés aux évolutions de la société, soit sont mal situés, et donc il faut les recycler. Donc, avoir cette culture pluridisciplinaire, ce recul-là, je crois que c'est vraiment un atout, et ça nous permet d'avoir un regard justement un peu à 360 degrés sur le milieu de l'immobilier. L'immobilier, c'est un métier aussi très technique, où il faut avoir beaucoup de compétences juridiques, techniques, économiques, de négociation, etc. Et donc, avoir fait plusieurs métiers permet de découvrir finalement et d'approfondir plusieurs aspects de chaque métier. Mais c'est venu comme ça, c'est venu effectivement en voulant être architecte puis urbaniste.
Et puis quand j'ai fait mes premiers stages en urbanisme, d'abord à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée en région parisienne, puis à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, j'avais fait une étude sur l'urbanisme commercial, un peu toutes ces entrées de ville qui sont un peu chaotiques, sur lesquelles il fallait remettre un petit peu d'ordre. Je me suis rendu compte aussi que les urbanismes, en fait, ils travaillaient aussi pour des élus, pour des politiques. Et donc, j'ai aussi j'ai été visiteur du soir, comme on dit, conseiller aussi d'élus parfois pour justement leur faire des propositions pour changer la ville et modifier notre cadre de vie. Parce que finalement, c'est là où se décide la planification et nos élus ne sont pas forcément formés, n'ont pas forcément une vision urbaine de l'avenir de la ville, n'ont pas forcément des bagages techniques très spécialisés sur l'évolution du commerce à l'heure d'Internet, pourquoi les boutiques ferment, ils ne comprennent pas toujours pourquoi les boutiques ferment. Alors, effectivement, les gens commandent sur des sites Internet que je ne vais pas citer. Donc, toutes ces évolutions-là, ils ne les ont pas forcément, ils en voient les conséquences. Les citoyens viennent les voir pour leur dire ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il faut qu'ils s'entourent effectivement de gens compétents. Et ce n'est pas toujours le cas non plus de leurs maires adjoints, qui briguent parfois une carrière nationale et puis qui démarrent par un poste d'adjoint au maire, mais qui n'est pas forcément quelque chose qui les passionne ou qui les motive. Et donc, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils s'entourent. Et c'est aussi notre rôle de citoyen, là où nous sommes, parfois, de contribuer à la vie publique, à la vie de la cité. La démocratie a été inventée dans la Grèce antique et dans la ville, parce que finalement, on fait la ville tous ensemble. Et parfois, et on le voit aujourd'hui, on critique effectivement parfois nos démocraties occidentales, notre démocratie française, on le voit, il y a des crises, on a des mal à faire des coalitions, à voter notre budget, on change de gouvernement tous les ans, mais on a parfois les politiques qu'on mérite, et parfois il faut se retrousser aussi les manches et mettre la main à la pâte, et en tant que citoyen, aider des élus, faire campagne, s'engager, aller voter évidemment. La cité nous appartient, on est citoyen, on est citadin, on est contribuable. La République, c'est nous qui la faisons. Ce n'est pas les politiques qui décident à notre place. À ce niveau-là, ce n'est pas aussi simple. Très intéressant, justement, tu me tends une perche par rapport à ça. Parlons des élus. D'accord, c'est un sujet qui nous tient un petit peu à cœur aussi au vestiaire. Parfois, on a l'impression que les élus sont un peu, allez, je vais lâcher le mot, déconnectés sur ces sujets. Quand on voit la crise aujourd'hui de l'immobilier en France, quoi qu'on en dise, c'est pas juste en rénovant le parc existant que peut-être on va résoudre ce problème. Qu'est-ce que toi, tu as constaté un peu à la lueur un peu d'expérience là-dessus sur peut-être le positionnement des élus et leur regard concernant ce sujet d'aménagement, d'urbanisme, ça nous intéresse beaucoup. Aujourd'hui déjà, la plupart des élus, et en tout cas au niveau national, on n'a plus de vision, ce qu'on appelait d'aménagement du territoire. Donc ça me chagrine. Moi, quand j'étais jeune étudiant, on parlait d'un livre qui s'appelait « Paris et le désert français », ce qu'on appelle aujourd'hui la diagonale du vide des consorts de Paris. Ça n'a pas beaucoup changé en réalité. Tous les 10 ans, on nous dit voilà, on va habiter à la campagne, on va changer nos modes de vie, on va redynamiser les villes moyennes, les villes à 1 heure de Paris, les villes à 1 heure de Lyon, etc. etc. Et finalement, à part pendant le Covid, on y reviendra, où il y a eu un vrai mouvement de fond, mais qui n'était pas planifié. Personne n'a planifié finalement le Covid. Donc effectivement, on n'a plus cette réflexion-là. Or, en France, c'est simple, on a une organisation territoriale hyper centralisée qui date du royaume de France, Louis XIV, qui a effectivement délocalisé le Louvre à Versailles ensuite, mais la capitale de la France n'a pas toujours été à Paris. Elle était en province, notamment dans la région centre Val-de-Loire aujourd'hui, qui était probablement plus au centre géographique de la France. Et la France est une mosaïque
de terroirs, de régions qui ont des identités différentes. Quel est le point commun entre un Corse, un Breton, un Ch'ti et un Béarnais? Il n'y en a pas beaucoup. Heureusement, il faut que ça continue. L'Alsacien a plus de points communs avec ses voisins germaniques, le Béarnais avec ses voisins catalans, etc. Mais c'est ce qui fait cette richesse. Et donc, pour harmoniser d'abord la langue française et la culture française, effectivement, il y a eu ce centralisme. Moi, j'explique comme ça, à la fois linguistique, pour faire taire un peu les langues régionales par rapport à d'autres pays qui les ont gardées, ne plus avoir cette autonomie des régions. Avant que ce soit des régions, c'était des ducs, des barons, comme on dit, pour effectivement que le roi de France assoie son pouvoir. Et finalement, quand effectivement Paris est devenu la capitale, toutes les routes ont mené vers Paris. Il y a eu les chemins de fer. Tous les chemins de fer ont mené vers Paris. Puis ensuite, de Paris vers la banlieue, se sont développés comme ça. Les autoroutes, pareil. Et donc, les aéroports, pareil. Les grandes... Roissy, Orly restent les deux grands aéroports internationaux. Et quand les Américains viennent en Europe, ils arrivent à Paris, au Disneyland, et ensuite ils vont en Italie, au Portugal, en voyage au Maroc, etc. depuis le hub de Paris, parce que effectivement, c'est parfait pour finalement correspondre partout en Europe. Et donc ce centralisme, on n'en a pas forcément conscience, parce qu'on y est habitué. On n'a pas ce recul là. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suggère à nos élus de décentraliser la capitale politique. C'est-à-dire que je considère que Paris, aujourd'hui, c'est la capitale politique, c'est la capitale économique, c'est la capitale culturelle, c'est la capitale touristique, c'est la capitale du commerce. C'est-à-dire que quoi que vous faites dans la vie, si vous voulez trouver les meilleurs théâtres, les meilleurs films, les meilleurs livres, les meilleurs artistes, les meilleurs experts il faut être à Paris. En biotechnologie ou dans n'importe quel domaine, ils sont tous à Paris. La plupart des sièges sociaux sont à Paris, évidemment, etc. Donc, alors que dans beaucoup de pays, y compris en Europe, en Allemagne, il y a 4-5 villes moyennes, parce que c'est un pays beaucoup plus déconcentré et avec des régions très fortes. Mais même en Italie, il y a quand même Milan, Rome, etc. Milan, capitale économique, Rome, capitale politique et culturelle. Il y a d'autres exemples, Barcelone, Madrid, etc. Et donc, en France, je pense que Paris est devenu trop grand, trop puissant, et y compris pour les Parisiens, pour qu'on puisse respirer, pour qu'on puisse créer du logement pour les classes moyennes, notamment au centre-ville de Paris, etc. Si on délocalisait la capitale politique, ça entraînerait peut-être effectivement, ça créerait plus d'oxygène, ça libérerait des immeubles, des fonciers, et donc ça permettrait de réaménager Paris et d'avoir un cadre de vie probablement plus sain, plus écolo, où effectivement les gens vivent de manière plus harmonieuse et on n'est pas obligé dans tous les métiers de vivre à Paris. Et je le dis en tant que Parisien, où aujourd'hui effectivement on commence à avoir les externalités négatives. Il n'y a pas que des avantages finalement à être là. Mégapole de l'Hexagone, il y a des inconvénients, et c'est pour ça d'ailleurs que les Parisiens, dès qu'ils peuvent, ils partent en week-end en Normandie ou ailleurs, et que ensuite en province, effectivement, c'est les premiers touristes où qu'on aille sur la Côte d'Azur, sur le littoral ou en Alsace-Lorraine, parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat, parce qu'ils quittent Paris dès qu'ils le peuvent. Et bien sûr, ça irrigue les territoires, mais à un moment donné, on a une hypertrophie parisienne qui est, je crois, qui va trop loin, et donc il faut repenser cet aménagement du territoire. Cette réflexion-là d'aménagement du territoire, de réaménagement du territoire, je crois qu'elle est absente aujourd'hui de nos débats et de nos réflexions. On a supprimé ce qu'on appelait la data, qui aménageait le territoire, la planification. Alors, il y a un début de retour, effectivement, avec Clément Beaune qui s'occupe maintenant de la planification, du plan, etc. Mais on se rend compte que, par exemple, en Chine, ils ne sont pas vraiment une démocratie, mais eux, ils prévoient à 50 ans, 100 ans, 200 ans. D'accord. Ils ont une planification qui est extrêmement impressionnante. Parler de la formation des élus, je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Il n'y a pas de diplôme pour devoir être élu. Ça peut être un paysan, ça peut être un petit commerçant, un médecin, etc. Plus rarement. Nos élus, moi je trouve qu'ils sont, alors c'est pas très populiste ce que je vais dire, mais ils sont pas assez bien payés.
si on veut avoir l'intelligentsia du pays, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et en plus, effectivement, avec une société de réseaux sociaux, de médias volés parfois, finalement, il y a parfois un lynchage aussi médiatique des élus. Dès qu'ils font une petite erreur, effectivement, tout le monde leur tombe dessus, tombe de leur piédestal, donc ils peuvent vite perdre tout ce qu'ils ont construit. Ils n'ont pas de garantie d'emploi, ils sont élus par intermittence, ils n'ont que des CDD, si je puis dire, et c'est très bien comme ça. Mais vous perdez votre poste de député, mais vous n'avez plus rien. Vous avez, effectivement, vous devez retrouver un job. Il y a une réflexion plus large à avoir sur le statut des élus, sur leur formation, mais c'est à nous aussi, professionnels, de l'immobilier notamment, de les aider à avoir cette vision. On parlait de co-responsabilité. Moi, je ne crois pas que les élus soient responsables de tout. C'est nous qui sommes responsables de nos élus. D'abord, parce que c'est nous qui allons ou pas voter, c'est nous qui les élisons, c'est nous qui influons sur les programmes avec l'aide d'un certain nombre de think tanks, de clubs de réflexion, etc. Mais moi, je crois à l'interrelation entre le milieu professionnel, entre les responsables d'un métier, etc. Pour revenir sur le logement, par exemple. Là, on parlait d'aménagement du territoire. Et il y a sûrement quelque chose à faire, pas sur les zones littorales, parce qu'elles attirent naturellement, en particulier des retraités, des touristes aussi pendant les vacances. Il y a une explosion qui s'est accentuée pendant le Covid, des zones littorales, que ce soit Méditerranée, littoral atlantique, etc. Et malgré le climatique, où en Méditerranée, ça devient en été, moi je trouve même parfois un peu insupportable, ça devient, même en début, même en matinée, je trouve qu'il fait parfois trop chaud, et que ces villes vont devoir s'adapter, et ça va s'accentuer avec le réchauffement climatique. Moi je suis assez sensible aux questions du climat et de l'écologie, on en a parlé, on en reparlera sans doute. Donc, en France, on a cet impact-là. C'est à nous aussi de le prendre en compte. On le voit, il y a des régions, notamment Normandie, Bretagne, qui se développent beaucoup plus vite parce que c'est des régions qu'on considère comme résilientes au réchauffement climatique. D'abord parce qu'effectivement, elles sont plus fraîches, il y a l'érosion du trait de côte en bord de mer, certes, mais il y a aussi, il peut y avoir du relief, il peut y avoir d'autres écosystèmes qui permettent de protéger. Donc il y a une réflexion un petit peu différente dans notre rapport au territoire, dans notre rapport au climat, dans notre rapport... et quand on fait un investissement aujourd'hui, bien sûr, on doit le rénover, le construire, si possible en énergie passive, avec toutes les dernières normes et techniques de ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique. Moi, j'étais étudiant, j'étais déjà passionné par ces techniques-là, qui sont en réalité souvent des techniques assez ancestrales. Nos grands-pères le faisaient naturellement en Auvergne. Ils faisaient une inclinaison de toit, des murs épais, etc., pour avoir de l'inertie thermique, etc. C'est pas par hasard. Et on a perdu un petit peu tout ça avec l'industrialisation de la construction et on ne l'enseignait pas. Et quand j'essayais, dans mes projets, d'inclure ces aspects-là, objectivement, mes professeurs d'architecture, qui étaient plutôt à l'école de Le Corbusier, architecture moderne, béton, carré, etc., riaient un peu de cette architecture un petit peu organique qui aujourd'hui commence à s'imposer. Mais nos normes de construction, là on est passé au RE 2025, ne sont pas, de mon point de vue, suffisantes. On commence tout juste cet été à parler médiatiquement des bouilloires climatiques. Et on se rend compte qu'il ne faut pas seulement isoler les logements pour l'hiver, contre le froid, pour éviter que la chaleur parte par les fenêtres et par les combles, mais qu'en été, et notamment à Paris, dans les grandes villes, on a des immeubles haussmanniens qui ne sont pas du tout adaptés, avec du zinc sur le toit qui chauffe. Il n'y a pas de volets. L'ABF nous interdit d'en mettre parce que c'est des immeubles haussmanniens en pierre de taille, etc. Il n'y a pas de balcon, il n'y a pas d'espace extérieur. On ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur. Donc il y a un rapport au patrimoine et à l'adaptation du patrimoine qui est aujourd'hui aussi un sujet. Et donc tous ces sujets, quand on investit pour acheter pour sa résidence principale, pour un investissement locatif, que ce soit pour soi ou si vous êtes institutionnel ou gérant d'actifs et que vous investissez pour compte de tiers, comme on le fait en partie, vous devez inclure dans vos prévisionnels à 20 ans, à 50 ans, tous ces facteurs-là. Et c'est ça ce qui fait la différence entre un bon professionnel de l'immobilier, un bon élu aussi,
c'est qu'on va avoir une analyse à moyen terme qui inclut tous les paramètres. Et tous les paramètres, effectivement, c'est assez vaste. C'est comment l'économie va muter, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur tous les corps de métier. Est-ce qu'il y aura encore des agents immobiliers ou est-ce qu'on parlera à un chat IA virtuel qui va peut-être être même plus efficace que les agents immobiliers qui nous proposent juste les 20 maisons qu'ils ont en stock et qui ne vont pas chercher sur mesure effectivement et écouter nos critères parce que effectivement il y a des modes opératoires qui sont parfois un peu archaïques dans l'immobilier, il ne faut pas se le voiler. Et donc toutes ces mutations sur l'économie, sur nos territoires, sur notre rapport à l'espace, notre rapport au temps, notre rapport à l'économie, à la préparation de la retraite, où aujourd'hui, on y reviendra sûrement, hein, il y a ce qu'on appelle aussi, pas seulement la transition écologique, il y a la transition démographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre génération, on peut tous demain devenir centenaire, mais on n'a pas pris conscience de l'impact sur nos vies, sur notre société, sur l'immobilier, de ce changement-là. Et quand je le dis, y compris, il y a des personnes qui ont 70 ans, ils rigolent, ils me disent « Bon, moi, je suis dans 5 ans, je suis plus là. » Et on les recroise 15 ans après, ils sont encore en pleine forme. Voilà. Donc, aujourd'hui, si on vit sainement, si on est bien suivi médicalement, on peut devenir, effectivement, nonagénaire, centenaire. On trouve maintenant dans les EHPAD pratiquement 1 ou 2 centenaires sur 100 résidents. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, on trouvera probablement 20%, 30%. Et ça veut dire qu'on sera dans une société du loisir. Ça veut dire qu'on va passer autant de temps à la retraite qu'à travailler. Tous ces facteurs-là, qui sont complexes, qui changent tout le temps, eh ben, il faut essayer de les inclure dans nos paramètres, ne pas avoir uniquement des paramètres immobiliers classiques, qualité de la localisation, qualité de l'immeuble, vue, nuisance urbaine. Non, il faut voir comment les villes se situent dans cet écosystème. S'il y a une crise, quel va être l'impact ? Est-ce qu'on a un plan B ? Comment on va évoluer ? Qu'est-ce qu'on va faire de cet actif ? J'aimerais que tu nous parles du fonctionnement d'un investissement, d'un club deal notamment pour Agoram. Quelles sont les étapes particulières pour mener à bien un projet ? Alors, ça part souvent d'un actif. Donc, là, par exemple, en ce moment, là, je parle en temps réel, on est en train de travailler sur 2 club deals relativement importants. Un actif qui est au centre de Paris, qui est un des plus beaux immeubles de tout Paris. Alors, pas aujourd'hui. Si tu passes devant, tu ne vas même pas le voir, parce que c'était un actif commercial, c'était un ancien garage, et donc aujourd'hui, tu passes devant, tu dis, limite, il y a encore l'enseigne du constructeur, il n'est plus là, il est vide depuis quelques années. Et tu vas te dire, franchement, il est presque moche même cet immeuble par rapport à l'environnement d'immeuble haussmannien, parce que c'est un immeuble récent des années 70 qu'il faut reconvertir. Mais c'est un actif qui est hyper bien situé, qui est à Paris intramuros, pas très loin de la Tour Eiffel, et qui, malgré tout, malgré le fait que ce soit un des plus beaux immeubles de Paris avec un des plus beaux emplacements, il est aujourd'hui planté. Et effectivement, il y a eu un projet qui n'a pas abouti. Le promoteur a fait faillite, les banques ont des impayés, et donc aujourd'hui, c'est un actif stressé où effectivement les banquiers reprennent la main sur l'actif et se disent bon, on va changer peut-être de programme, on va changer d'interlocuteur et on va chercher un nouvel acquéreur pour transformer cet actif. Ok, donc étape 1, bien avec sûr. Plus de contraintes, puisqu'il y avait un projet auparavant qui a été fait, qui a été commercialisé, mais ils n'ont pas réussi à pré-commercialiser la majorité des appartements. C'était un projet d'appartement de luxe qui était plutôt très très bien conçu, puisqu'il y avait un actif existant qui est réhabilité et qui était surélevé. Et qui, avec cette surélévation, puisque les immeubles haussmanniens bénéficient de 6 étages, 7 étages de manière courante. À partir du moment où on surélève au-delà d'un immeuble haussmannien, on a donc des vues complètement exceptionnelles, pratiquement à 360 degrés sur la Tour Eiffel, le Trocadéro, Montmartre, etc. Donc un type d'actif qui n'existe pas pratiquement à Paris, puisqu'aujourd'hui on ne fait plus de tours, on ne fait plus d'immeubles, on a très peu de surélévation, en tout cas dans le centre de Paris. Donc ça, ce type d'actif, moi il m'intéresse, parce que la localisation est exceptionnelle. C'est des immeubles qui ont des contraintes patrimoniales élevées, qui
qui peuvent être classés, donc qui ont des contraintes ABF très élevées. Il va falloir conserver une partie des structures, une partie des fenêtres, etc. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et derrière, il faut se projeter sur les nouveaux usages à Paris, sur des quartiers bourgeois, parce qu'on est dans le centre de Paris, sur des quartiers très très chics, et imaginer qu'est-ce qu'on va faire sur ce type d'actifs. Donc là, on repart d'une page blanche. Avant que l'actif soit stressé, moi je l'avais déjà connu, j'avais fait une proposition qui n'avait pas été retenue parce qu'effectivement les prix sont très chers sur cet actif et donc le rendement de la programmation qu'on avait faite était insuffisant par rapport au prix qui est forcément très élevé pour attirer les investisseurs. Donc de moi-même, j'avais dit au patron du promoteur qui avait acheté cet immeuble, j'avais dit voilà, je te fais une proposition, mais économiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra réfléchir à d'autres usages, à d'autres programmations. La programmation, c'est une étape essentielle. Moi, j'adore cette étape-là parce que, justement, on a un actif, une localisation. Peut-être qu'il faut envisager un changement d'affectation avec des autorisations d'urbanisme, des changements en usage, passer d'une affectation commerciale à résidentielle ou hôtelière ou autre. Et donc, aujourd'hui, moi, je réfléchis sur cet actif à 2 autres programmations alternatives qui sont différentes de notre première proposition qui était une résidence senior de prestige, très haut de gamme, en plein centre de Paris, avec des vues exceptionnelles, et sur lesquelles on aurait pu mettre effectivement des conciergeries haut de gamme, des services, spa, piscine, etc., services médicaux, infirmières, médecins, etc., mais quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un hôpital, à un EHPAD, mais qui ressemble effectivement à un condominium de luxe, avec services médicaux. Quelque chose qui n'existe pas, qui est compliqué à mettre en place parce que réglementairement, à l'ARS, vous n'avez que les EHPAD qui peuvent avoir embauché directement des médecins, des infirmières. Vous avez une réglementation sanitaire qui est un peu complexe, donc il fallait être dans les clous tout en arrivant à proposer ce service de manière plus exclusive qu'aujourd'hui, de manière plus qualitative. Donc, ce concept, on l'utilisera peut-être sur d'autres lieux. Et là, on a deux programmations possibles. Et donc, on va voir effectivement laquelle... Pour bien comprendre, c'est étape 2. Tu sélectionnes la première étape, tu sélectionnes l'actif. Ensuite, deuxième étape, la programmation. Dans la programmation, c'est... Par exemple, celle qui tient la corde sur cet actif, c'est effectivement en faire une résidence d'appart-hôtel. Donc, effectivement, on revient à une affectation commerciale puisque c'est de la para-hôtellerie, donc ça n'est pas du résidentiel, ça n'est pas de l'hébergement. Résidence senior, c'était de l'hébergement. Donc c'est une autre catégorie dans le nouveau code de l'urbanisme qui a été réformé justement pour répondre à ces nouveaux usages. Qu'aujourd'hui, à Paris, comme chacun sait, la ville ne veut plus de meublé touristique. Donc, en revanche, là, on est dans un cadre très professionnel de para-hôtellerie complètement légale et réglementée, qu'on avait une commercialité, donc on a la possibilité juridiquement, techniquement, de faire aboutir ce projet, et qu'avec une localisation prime, ultra prime même, effectivement, ça intéresse probablement plus une clientèle d'ailleurs internationale qui cherche un pied-à-terre de prestige à Paris, où on peut presque tout faire à pied, et où ils peuvent passer peut-être leur vieux jour, etc. Donc ça, c'est l'étape 2. Exactement. Ensuite, on remet à jour tout le dossier technique parce qu'il y a eu tout un appel d'offres, des dossiers techniques, des plans d'études, de bureaux d'études, structures, etc. pour faire la surélévation en bois au-dessus de l'immeuble béton existant. Donc il va falloir tout remettre à jour par rapport à la nouvelle programmation, budgétiser ça, calculer quelle va être la rentabilité économique du projet pour proposer aux investisseurs d'abord du club deal combien ils vont être rémunérés, bien sûr. Et quelles garanties on est capable de leur proposer. Et ensuite, une fois le projet vendu, construit, on proposera probablement à d'autres propriétaires ou d'autres investisseurs qui vont eux acheter le produit fini, soit en bloc, un investisseur institutionnel ou un particulier aisé qui va acheter tout l'immeuble pour en faire un pied-à-terre d'exception, soit effectivement plusieurs investisseurs probablement qui vont acheter un étage chacun ou un appartement chacun pour leur propre usage. Pour bien comprendre, il y a des investisseurs donc, qui vont acheter la partie programmation, c'est-à-dire le fait de faire les travaux, ça de financer, et il y en a qui vont acheter à la fin, exactement, une fois réalisé. Ok, intéressant. Il y a vraiment deux catégories d'investisseurs. Sur le club deal, ils vont cofinancer la réhabilitation de l'actif. D'accord.
Alors, il y a une partie réhabilitation et une partie surélévation. Oui. En réalité, il y a une partie ancien et une partie neuf. Et donc, ils auront un rendement de l'ordre de 10% sur l'actif, avec des garanties sur l'actif réel, évidemment. Oui. Mais ils peuvent le faire dans le cadre du 150 OBTR, donc en tant qu'entrepreneurs qui investissent, donc c'est un cadre réglementé qui leur permet effectivement d'investir sur un projet économique, puisque c'est une activité de promotion immobilière, bien sûr. pour un actif qui va changer d'affectation. D'accord. Et ensuite, une fois l'actif construit, les appartements seront revendus à d'autres investisseurs qui vont soit habiter, soit le louer à moyen terme. Donc là, ils vont acheter, eux, de l'immobilier. C'est deux catégories d'investisseurs très différents. Premier investit dans une société d'investissement, dans un club deal, avec un risque économique, puisque effectivement, ce projet économique, même s'il est ultra bien situé, très sécurisé, il y a toujours une petite part de risque qu'il faut identifier et qu'il faut donner de manière très transparente à nos co-investisseurs. Et nous, on va également investir sur ce projet. Donc, on sera co-investisseur, on sera partie prenante, il y aura un alignement d'intérêts. C'est ce qui est intéressant, en particulier dans les clubs deals, c'est qu'effectivement, ça permet à des particuliers qui ne sont pas forcément dans l'immobilier, qui ont de l'argent à investir, qui ont vendu leur entreprise, qui ont vendu un immeuble, et effectivement, qui veulent avoir des taux de rendement un petit peu plus élevés que ce qu'ils peuvent avoir sur une SCPI lambda, sachant que certaines SCPI ont eu beaucoup de décotes, des problèmes de liquidité, etc. Donc avec un rendement 2 fois plus faible et finalement pas complètement garanti et pas complètement liquide. Donc là, ils ont l'opportunité d'avoir sur un cadre temporel beaucoup plus court, de 2-3 ans, un rendement qui va être plus élevé, avec un risque théorique un peu plus élevé, bien sûr, mais qu'on va faire dans un cadre très sécurisé, avec des garanties fiduciaires, de manière à ce que, effectivement, si il y avait un aléa économique, effectivement, ils puissent retrouver leur investissement. C'est le principe du club deal. Puis ensuite, ça devient un produit immobilier fini, livré en VFA, effectivement, un cadre juridique français bien connu, en promotion neuve, où donc les acheteurs ont une garantie, c'est-à-dire effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous achetez avec une VFA, si le constructeur, le promoteur faisait faillite ou partait avec l'argent, la banque, elle a une garantie qui permet de financer une nouvelle entreprise de construction qui vous garantit qu'il va construire votre appartement tel qu'il était prévu, peut-être avec un peu de retard, mais c'est un cadre ultra sécurisé qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Voilà. La petite difficulté sur ce projet, c'est un projet totalement exceptionnel. Et comme on fait une surélévation, très lent, on peut visiter les étages inférieurs, mais on ne peut pas visiter les étages supérieurs. Il n'y a même pas encore de grue pour éventuellement grimper dans la grue et voir la vue que vous aurez demain. Donc évidemment, on peut faire des belles perspectives, des belles vidéos. Aujourd'hui, on a tous les outils pour le faire, mais il faut être capable effectivement de vendre, là pour le coup, un peu de rêve aux utilisateurs finaux et imaginer qu'on aura effectivement parmi les plus belles vues de Paris, avec des banques qui aujourd'hui, on sort d'un crack immobilier, sont paradoxalement plus frileuses aujourd'hui que la veille du crack. Ça devrait être plutôt l'inverse, elles auraient dû être prudentes et voir venir un peu le crack et resserrer un peu leurs conditions de crédit avant. Et alors, elles le font aujourd'hui, sortie de crise, alors que le marché redémarre, y compris pour les promoteurs, pour les marchands de biens, pour les investisseurs. On a cette contrainte-là. C'est pour ça aussi qu'on va chercher des investisseurs privés qui vont financer effectivement en capital ou en dette et investir à nos côtés pour diminuer la part de dette bancaire et avoir plus de liberté, de sécurité sur la réalisation de ces actifs. C'est aussi notre intérêt d'aller chercher cette catégorie d'investisseurs. Et justement, pour abonder sur l'aspect club deal, c'est des club deals qui se font sans doute, je suppose, à plusieurs. Exactement, à plusieurs. Combien ça représente à peu près d'investisseurs à chaque fois? On a 3 catégories de club deals. Oui. On a 2 club deals qui sont de droit français, dans le cadre effectivement qu'on évoquait, 150 OBTR pour des chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise et qui sont dans un cadre contraint de la loi Dutreil. Donc ça, c'est pour rappeler à tout le monde, c'est quelqu'un qui a revendu son entreprise, donc qui a eu un gain assez important. S'il est réinvesti dans l'économie française, c'est ça? Il y a une carotte fiscale? Il y a une décote effectivement fiscale sur les gains qu'il réinvestit dans l'économie française. D'accord. Simplement, il ne peut pas investir dans l'immobilier.
Ah, ok. Voilà. L'immobilier est exclu du pacte Dutreil. D'accord. Donc il ne peut pas simplement acheter un immeuble, ou sinon, il peut le faire, mais dans ce cas, il sera hors pacte Dutreil et ne bénéficiera pas de cette décote pour D'accord. pouvoir transmettre aussi l'argent à plusieurs générations et garder une entreprise, une holding intrafamiliale qui pourra être transmise à ses enfants avec une faible fiscalité. Donc il ne peut pas investir dans l'immobilier, parce que ce serait trop facile. Tout le monde investirait dans l'immobilier parce que c'est considéré comme quand même relativement sécurisé, même si c'est un peu moins liquide qu'un certain nombre de placements financiers. Mais bon, on a vu aussi certains placements financiers. Il y a une forte volatilité, des risques de perte souvent plus élevés, évidemment, et plus rapides, surtout parce que la bourse peut s'effondrer en un mois pratiquement, alors que l'immobilier, ça baisse assez lentement. Finalement, vous avez le temps de voir venir le retournement de marché et éventuellement d'ajuster votre prix pour le vendre rapidement si besoin. L'ajustement du prix permet une plus grande liquidité, évidemment. Donc ça, c'est le premier. Donc voilà, le premier, c'est dans ce qu'on appelle des opérations de promotion immobilière en France. Donc ça, c'est légal parce qu'effectivement, c'est une activité économique. Il y a une part de risque. Donc le rendement n'est pas garanti. Vous êtes co-investisseur, vous investissez à nos côtés. C'est un objectif de rendement. Et voilà, mais en même temps, le sous-jacent reste de l'immobilier. Donc c'est plus sécurisant que d'investir dans une start-up dont on ne sait pas si elle va encore exister en 3 ans, si elle va faire faillite, etc. Là, dans le pire des cas, vous avez un terrain, vous avez un immeuble qui est déjà construit, vous pouvez revendre pour récupérer, si je puis dire, votre apport. Donc le risque est quand même un peu plus limité que dans une start-up ou dans une entreprise plus classique, si je puis dire. Donc cet aspect plus sécuritaire intéresse un certain nombre de chefs d'entreprise. Le deuxième type de club deal, ça va être dans l'hôtellerie. La France, vous savez, première destination touristique du monde, mais on a aussi beaucoup de concurrents en Europe, on y reviendra, notamment Espagne, Portugal, qui se développent plus vite que la France, et surtout sur des durées de séjour plus longues, et où les touristes dépensent finalement plus d'argent. Donc, on en parlait tout à l'heure, Paris et la France, Nice aussi, l'aéroport de Nice, qui a beaucoup de succès pour la Côte d'Azur, etc., sont des hubs aéroportuaires, des points d'entrée pour l'Europe, mais parfois, les voyageurs vont voir Versailles, Euro Disney et repartent à Berlin, à Stockholm ou à Rome et ailleurs. Donc finalement, ils restent peu de temps en France et ils ne dépensent pas tant d'argent que ça. Donc ça, aujourd'hui, le ministre du Tourisme se rend compte effectivement de cette faille française, parce que pendant longtemps, on a dit que Corico, la France est numéro 1 mondial du tourisme, sans se poser plus de questions. Mais en réalité, quand on se compare à d'autres pays européens, quand on se compare aux États-Unis, etc., on se rend compte qu'en fait, non, on a un potentiel de développement de notre offre touristique qui est exceptionnel. D'abord parce qu'on a 2 littoraux méditerranéens, atlantiques, des montagnes, un terroir intérieur extrêmement riche, diversifié, qu'on est au centre de l'Europe. Donc on a tous les touristes européens, tous les retraités européens qui, y compris pour aller dans un autre pays, passent par la France et peuvent s'arrêter en France. Donc on a un potentiel de développement qui est très élevé. Donc hôtellerie. Alors quand on dit hôtellerie, c'est hôtellerie et para-hôtellerie également, qui rentrent dans cette catégorie, puisque ce sont en droit de l'urbanisme, c'est ce qu'on appelle, on a besoin d'une commercialité. Ça n'est pas de l'habitation, donc on est dans cette catégorie, on est toujours dans le 150 obétaires pour les chefs d'entreprise français, dans le cadre du pacte Dutreil. Puis on a une troisième famille de club deal, plus originale, plus européenne, qui investissent en particulier dans l'hôtellerie de la péninsule ibérique. Espagne, Portugal, qui aujourd'hui connaissent un fort développement, pour une raison simple, c'est que vous avez du soleil, vous avez une certaine sécurité, il n'y a pas d'attentats terroristes, etc. Vous avez une décote en termes de pouvoir d'achat de 30% par rapport à la France, l'Allemagne ou les pays d'Europe du Nord, qui fait qu'effectivement c'est intéressant économiquement pour les touristes, pour les retraités, qui fait que, c'est notre analyse en tout cas, la péninsule ibérique, Espagne-Portugal, devient un peu la Floride des États-Unis. Et avec un développement spectaculaire, qui est 2-3 fois plus rapide qu'en France, avec des prix immobiliers qui, notamment en Espagne, par exemple, Madrid, n'est pas cher du tout, et 2,5 fois moins cher que Paris. Donc vous avez des côtes qui sont aussi très grandes, vous avez Lisbonne qui se développe beaucoup, le sud du Portugal aussi. Donc il y a des opportunités impressionnantes. Il y a aussi
il y a peu d'offres, donc il faut l'adapter aux besoins contemporains, un peu plus haut de gamme, plus soigné, plus résidentiel, plus paysager. On est très éloigné du tourisme qui s'était développé dans les années 70. Donc ça, c'est une offre aussi qui intéresse d'autres entrepreneurs, mais qui n'est pas dans le cadre du pacte du trail. Si maintenant, Antonin, on essaie d'aborder, on a déjà parlé un petit peu de notamment l'état du marché immobilier, les tendances. Qu'est-ce que tu perçois, toi, comme une grande transformation à venir dans le secteur de l'immobilier? Alors, ça peut être en France, ça peut être en Europe. Tu as évoqué aussi différentes régions. Quel est ton ressenti en tant que professionnel de l'intérieur sur ce sujet? Alors, il y a plusieurs tendances qui nous semblent intéressantes. D'abord, il y a une permanence avant de se projeter. C'est effectivement les valeurs sûres, c'est les grandes centralités. Et j'ai mon biais, si je puis dire, peut-être d'architecte urbaniste qui revient, c'est que investir dans les grandes métropoles, voilà, Paris, Lyon, Marseille, etc., ça reste des valeurs sûres. Et on le voit dans toutes les classes d'actifs, qu'elles soient résidentielles, bureaux en particulier en période de crise, pour développer, parce qu'effectivement, avec le télétravail, le Covid, en réalité, les entreprises se rendent compte qu'elles ont 20-30% d'espace de bureau de trop, qui sont inoccupés la moitié de la semaine. Donc elles se rendent compte que, et en plus parfois, les bureaux sont désuets, ils ne sont pas au goût du jour, ils ne sont pas modernes, il n'y a pas beaucoup de services, de restaurants, d'espaces de sport, etc., de conciergerie, pour justement attirer leurs salariés. Et quand ils viennent au bureau, quand ils ne sont pas en télétravail, avoir une qualité de vie qui est supérieure, un service rendu, et puis une compétition aussi entre entreprises pour attirer les meilleurs salariés, la qualité de la localisation, la qualité du cadre de vie, de l'environnement paysager, etc., est un facteur aussi d'attractivité dans le recrutement et dans les domaines de pointe, start-up, etc. C'est fondamental. Et donc, aujourd'hui, la défense est en crise, traverse une grosse crise, qui se traduit par une baisse de prix de loyer qui lui permet effectivement de compenser la baisse d'attractivité et donc de rafler la mise dans les Hauts-de-Seine. Toutes les entreprises qui avant allaient s'installer à Rueil-Malmaison, etc., un petit peu plus loin, où ils avaient des bureaux moins chers, comme la Défense baisse ses prix pour remplir ses tours, finalement, les entreprises préfèrent être à la Défense qu'un peu plus loin que Paris. Néanmoins, Paris, et notamment le quartier central des affaires, n'a jamais été aussi attractif. D'abord parce qu'on a des immeubles qui ont été rénovés, qui ont été repensés, qui ont été parfois agrandis avec des surélévations ou des bâtiments surcours, etc., aux nouvelles normes, paysagers, designés, etc., avec un peu moins de plateaux, ouverts un peu comme ce qu'on a connu, avec des bureaux un petit peu plus individualisés, des espaces plus chaleureux, surtout des locaux d'activité. Et donc, les entreprises préfèrent payer plus cher, nettement plus cher même. Aujourd'hui, on s'approche de 1 000 € par an de loyer au mètre carré, ce qui est une très 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 forte hausse, mais avoir moins de bureaux, plus qualitatifs, mieux situés. Donc, c'est les valeurs sûres. Donc, même en période de crise dans l'immobilier, où vous avez vraiment des actifs qui ont du mal à se vendre, des immeubles de bureaux loin de Paris, loin des transports en particulier, parfois désuets parce qu'ils n'ont pas été rénovés, qui vraiment, les institutionnels essaient de les vendre. Finalement, il n'y a pas d'offre au prix, donc ils les retirent du marché, mais il y a un problème de liquidité sur ces types d'actifs qui est probablement la classe d'actifs la plus stressée. On le voit sur le résidentiel aussi. Sur la classe résidentielle, on vient de traverser une crise de 3 ans qui est plutôt saine, on a eu la période de hausse la plus longue, si je puis dire, de l'histoire récente, parce qu'on a eu 15 ans de hausse. C'était quasiment un double ou triple cycle haussier qui était dû au fait que les taux de la BCE, les taux directeurs, étaient très très bas, donc on avait du crédit quasiment donné à 1%, on peut emprunter à 1%, donc ça a évidemment dopé les prix de l'immobilier et ça a créé une bulle dans l'immobilier qui a fini par éclater. Donc finalement, cette correction était plutôt saine, donc les prix ont baissé de l'ordre de 10% sur l'immobilier de manière générale et une baisse du nombre de transactions. Sur l'immobilier de luxe, le nombre de transactions a été divisé par 2, donc la crise a été beaucoup plus profonde
en termes de volume, même si les prix n'ont pas baissé sur l'immobilier d'ultra-luxe, parce que c'est des biens exceptionnels, où effectivement les vendeurs étaient parfois moins pressés, ont une capacité d'attente plus élevée que le Français moyen, qui finalement divorce, se marie, etc., fait des enfants et a besoin de vendre et d'avoir une liquidité plus forte. Ça, ce sont les classes d'actifs résidentiels. Aujourd'hui, on ne construit pas assez, évidemment, de logements. On n'a jamais aussi peu construit dans le neuf. On ne rénove pas assez, parce qu'on a des problèmes réglementaires de changement d'affectation pour transformer, réhabiliter des immeubles de bureaux. On y reviendra peut-être en logement, en hôtel ou dans d'autres catégories d'actifs. On a des blocages en droit de l'urbanisme, sur le plan réglementaire, sur le plan financier, sur le plan des délais, qui fait que des fois, on a des actifs vides qui sont inoccupés parce que c'est compliqué, c'est long, c'est coûteux de les transformer. Ça, c'est un peu dommage. Mais la France a une démographie positive. Donc, sur le résidentiel, c'est ça les fondamentaux. Parce qu'on a un allongement de l'espérance de vie, même si on a des modes de vie différents, on en parlait tout à l'heure avec la transition démographique. On a une immigration qui reste élevée parce que c'est une immigration économique. On a besoin effectivement de main-d'œuvre, notamment pour les métiers peu qualifiés, du bâtiment, de la propreté, des services à la personne, notamment pour les personnes âgées, etc. Et donc qui font plus d'enfants que les Français. Et donc finalement, globalement, avec la natalité qui reste quand même une des plus élevées d'Europe, malgré tout, même si elle est en légère baisse par rapport à l'Espagne, l'Italie, etc., où elle chute beaucoup plus drastiquement, globalement, on fait des enfants, on a des immigrés, donc globalement, il faut construire plus de logements. Ça, c'est les fondamentaux de l'immobilier. Simplement, l'essentiel de la demande, elle est dans les grandes métropoles, dans les 10 grandes métropoles, voilà, et les zones littorales. Si tu devais définir l'immobilier de demain en 3 mots, qu'est-ce que ça serait pour toi ? Alors, des appartements probablement plus compacts, parce qu'on aura plus d'appartements, plus d'usages, plus de déménagements. Deuxièmement, l'immobilier avec service, où on sera plus locataire d'appartements équipés avec service. Et troisièmement, plus de mobilité nationale, voire internationale. C'est-à-dire qu'on va travailler peut-être demain en Sardaigne avec son patron qui restera à la Défense. Et on aura ses enfants sur la plage. Qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien dans ce que tu fais ? C'est de répondre sur mesure aux besoins des gens. De ne pas te faire de prêt-à-porter, mais on a un besoin identifié, il n'y a pas d'offre, on va faire un produit sur mesure. Bon, tu sais, Antonin, il y a des promoteurs, il y en a un certain nombre, il y en a beaucoup qui ont ça a été compliqué pendant cette crise immobilière. En tant que promoteur, qu'est-ce qui te différencie d'un acteur, je dirais, classique sur le marché ? Nous, on n'est pas un promoteur traditionnel, on est un ensemblier. C'est-à-dire qu'on a inclus tous les métiers de la chaîne, c'est-à-dire on est concepteur, on est promoteur, on est exploitant et on est investisseur ou co-investisseur. Donc on gère tous les cycles de vie de l'immeuble et on ne fait pas que construire et revendre à quelqu'un d'autre, mais on le garde en patrimoine, en gestion. Alors tu sais, dans un vestiaire, il y a souvent des moments qui sont un peu charnières, des moments compliqués. Est-ce que tu as une anecdote à ce sujet, une période, un moment compliqué où tu t'es dit, bon là je vais tout arrêter, ça devient de plus en plus compliqué, et maintenant qui te fait sourire? Oui, notamment pendant le Covid, où certains pensaient que c'était pratiquement la fin du monde, la fin des bureaux, la fin du travail traditionnel, etc. Et où on a eu une opportunité exceptionnelle à Paris, aux portes de Paris, un immeuble de bureau des années 70 complètement désuet de 40 000 m², donc un très très gros projet. Et on s'est positionné pour l'acheter. On a été retenu. On avait besoin de trouver un associé. On en a trouvé un pour mettre un projet à 250 millions d'euros qui a dit, malgré le Covid, malgré les problèmes qu'on a sur les bureaux, on y va, on met 250 millions d'euros sur la table, on fait valider par le conseil d'administration. Et le lendemain, le conseil d'administration a annulé le projet. On a retrouvé un deuxième co-investisseur qui a redit oui, et son actionnaire belge coté en bourse lui a dit « Mais vous êtes malade, on est pour le Covid, on annule le projet. » Donc on a perdu le projet. Entre-temps, un autre investisseur a mis 10 millions de plus sur l'actif sous-jacent. Donc on a perdu l'exclusivité qu'on avait sur le bien, parce que nous on s'est dit non, 10 millions de plus, c'est déjà compliqué de monter un projet comme ça dans un délai court pendant la période du Covid. Il a acheté 10 millions de plus, il est toujours à vendre. Il a acheté trop cher.
parce que finalement le coût de transformation de cet actif pour le mettre aux normes aujourd'hui est très élevé et donc ne permet pas de sortir un bilan qui fonctionne. Donc finalement, c'était un échec, mais qui est plutôt une bonne nouvelle parce que si on avait suivi, on serait resté probablement stocké avec un actif non liquide sur le marché. Bon, on arrive à la fin de notre échange, Antonin, très nourri, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'éléments pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder en particulier ? Tu disais effectivement une critique un peu des élus, etc., qui ne font pas assez, etc. Mais notre petite voix peut changer parfois la donne. J'ai une anecdote, j'avais créé en 2007 une petite association qui s'appelle l'Association Grand Paris et je n'avais pas encore déposé les statuts en préfecture, j'avais 0 adhérent et j'envoie mon premier communiqué de presse pour demander la fusion des 2 projets de métro qu'il y avait. Il y avait un projet de Jean-Paul Huchon de la région Île-de-France, projet de Christian Blanc, ministre du Grand Paris, qui étaient concurrents, qui passaient chacun à 5 km l'un de l'autre, qui n'étaient même pas reliés. Donc moi, je demandais tout simplement la fusion des 2 projets de métro, parce que finalement, ça faisait 30 ans qu'on ne faisait plus de métro, et il fallait un seul projet cohérent. L'agence France-Presse a repris mon communiqué. Nicolas Sarkozy, finalement, a obligé les 2 projets de métro à fusionner. Et on a créé le projet du Grand Paris Express, qui a coûté moins cher, qui était plus cohérent. Et donc, finalement, quand on s'implique dans la vie citoyenne, on peut changer les donnes, mais il ne faut pas hésiter à donner son avis. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir des informations sur ce que fait Agora, mais aussi tes nombreuses autres activités, Antonin ? Alors, LinkedIn, Instagram, site internet, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de moyens de me contacter. Généralement sur LinkedIn, les messages sont ouverts, il y a même mon mail, parfois même mon portable, donc on peut me joindre assez facilement. Moi, j'aime bien travailler en équipe. J'aime bien aussi aujourd'hui transmettre, soutenir des jeunes projets d'entrepreneurs, leur apporter mon expérience, ma vision et croiser justement plusieurs générations de manière plus transversale. Aujourd'hui, j'aimerais davantage investir dans des jeunes startups, dans l'immobilier, dans la PropTech. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que nos métiers se transforment chaque jour, on le voit au quotidien. Oui, nous on a reçu dans le podcast l'ambassadeur de la PropTech en France qui nous a parlé aussi un petit peu de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs à aider là-dessus. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. J'accompagne en ce moment une start-up dans la medtech qui n'a rien à voir, mais qui est un médecin augmenté à l'intelligence artificielle, qui a une super idée d'un copain. Et comme nous, effectivement, on travaille beaucoup sur le sujet des seniors, de l'autonomie, la dépendance, etc. C'est vraiment franchement une super idée. Il n'arrivait pas à lever les fonds. Donc je lui ai dit, je vais lui prêter un coup de main. Moi, j'y connais rien à la santé, mais je connais un petit peu l'univers des investisseurs. Et je me dis, franchement, si cette start-up, elle n'arrive pas à lever 10 millions d'euros, c'est qu'il faut qu'on change de métier parce que, franchement, on a du sable dans les yeux. Bon, je te remercie, Antonin, pour cet échange. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de se côtoyer au vestiaire, bien évidemment, de l'immobilier. Et je te dis à bientôt si on a des questions particulières sur tes activités. Merci, à bientôt. Merci Antonin. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet